Trompé après 20 ans de mariage, leur fille a caché la liaison, il s'est transformé en un homme sinistre. Elliot Brown avait toujours été le genre d'homme avec qui les gens se sentaient à l'aise. À 45 ans, sa voix calme et son sourire facile faisaient de lui un réconfort familier à Milford, au Texas, une petite communauté rurale très soudée de moins de 1000 âmes. Il n'était pas seulement l'électricien de référence de la ville. Il était le type qui s'arrêtait pour vous aider à changer un pneu, l'homme qui se portait volontaire à la caserne des pompiers locales, et le voisin qui se présentait sans qu'on le lui demande quand l'ampoule du porche de quelqu'un grillait. Il vivait avec sa femme, Pénélope, son amour de lycée, et leur fille de 17 ans, Anna, dans une modeste maison à la lisière sud de la ville, non loin de l'endroit où vivaient leurs 2 familles de parents. Les Brown étaient bien enracinés à Milford. Les repas partagés du dimanche, les collectes de fonds de l'école, les services religieux, Elliot était toujours là. Tout le monde le connaissait. Tout le monde l'appréciait. Il est tout simplement constant, avait dit un jour le pasteur Holcomb pendant un sermon, en hochant la tête vers Elliot dans l'assemblée. Comme l'étoile du Nord. Et, Elliot, lui lançait le shérif Dale en le croisant en ville. Tu vas réparer cette machine à café dans mon bureau ou tu vas continuer à prendre tout ton temps? Elliot riait, ajustant sa ceinture à outils. Je suis en train de te sevrer de ta dépendance à la caféine, Dale. Je devrais être payé pour ça. Les gens lui faisaient confiance. Les enfants lui faisaient signe quand il passait dans sa camionnette couleur rouille. Les personnes âgées gardaient son numéro sur des post-it près de leur téléphone. Sa fille, Anna, venait d'être acceptée dans un camp de musique d'été à Austin. Elle jouait du violon, et son talent avait dépassé ce que l'école locale pouvait offrir. Pénélope rayonnait depuis des jours. Je n'arrive pas à y croire, dit-elle un soir, en pliant le linge pendant qu'Elliot réparait la poignée desserrée d'une armoire de cuisine. Elle y va vraiment. Notre petite fille. Elle n'est plus si petite, répondit Elliot, s'arrêtant pour regarder par la fenêtre où Anna était sur la balançoire du porche, fredonnant quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Pénélope soupira. J'ai l'impression que c'était hier qu'on la ramenait à la maison. Elliot hocha la tête. Elle va faire de grandes choses. Les choses allaient bien. Le lendemain matin, Elliot rendit visite à Madame Watkin pour réparer son disjoncteur défectueux. Elle lui tendit un thé glacé sucré, comme elle le faisait toujours. Tu as une si bonne famille, Elliot, dit-elle doucement. Peu de gens sont aussi bénis que toi. Je sais, répondit-il avec un sourire. Croyez-moi, je remercie Dieu tous les jours. Mais alors même qu'il disait cela, quelque chose se serra dans sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi. Plus tard cette nuit-là, bien après que Pénélope et Anna se soient couchées, Elliot s'assit seul sur le porche. Les criquets chantaient et les étoiles clignotaient doucement au-dessus de sa tête. Il frotta son pouce contre le bord calleux de sa paume. Quelque chose n'allait pas. Le sentiment ne voulait pas disparaître. C'était comme une ombre au bord d'une porte. Elle était sur le point de s'ouvrir, et ce qui allait en sortir était quelque chose de très sombre. On dit que le destin a sa manière d'annoncer son arrivée, non pas avec le tonnerre, mais avec un murmure qui se glisse dans les jours ordinaires, changeant tout. Pour Elliot Brown, il arriva avec un coup frappé à la porte et le retour d'Aaron Walker. Aaron avait autrefois été l'ombre d'Elliot, ou peut-être était-ce l'inverse. Enfant, il courait sur les routes poussiéreuses de Milford comme s'il possédait le monde, 2 gamins qui pensaient que le temps était une longue route s'étendant loin à l'horizon, mais la vie avait d'autres plans. Aaron poursuivit l'ambition hors de Milford tandis qu'Elliot resta, épousant Pénélope et plantant ses racines dans le sol même qu'ils avaient tous 2 rêvé de fuir. Maintenant, Aaron était de retour, mais il n'était plus le même. Il se tenait sur le porche d'Elliot un matin gris, le visage pâle, les pommettes saillantes, les yeux ternis par la douleur et la fatigue. Il paraissait avoir 20 ans de plus, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le diagnostic avait creusé quelque chose en lui. Cancer du sang, stade 4, dit doucement Aaron cet après-midi-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche, sirotant des verres de thé glacé. Les médecins m'ont donné 1 an. Peut-être. Elliot ne parla pas tout de suite. Il se contenta de regarder le champ de l'autre côté de la route, le vent caressant le sommet des herbes comme un soupir. Tu aurais dû me le dire plus tôt, dit-il finalement, la voix épaisse. Aaron réussit à esquisser un faible rire. Ça aurait gâché la surprise. Elliot se tourna vers lui. Espèce d'idiot. Aaron sourit faiblement. Mais tu m'aimes toujours. Toujours. À partir de ce moment,
Elliot se chargea de prendre soin de son ami. Il le conduisait à ses rendez-vous à Baylor Scott & White à Waxahachie. Il l'aidait à récupérer ses médicaments, nettoyait son appartement le week-end quand les nausées étaient trop fortes. Et quand Elliot ne pouvait pas être là, Pénélope prenait souvent le relais. Au début, Elliot était reconnaissant. Pénélope avait toujours été attentionnée. Elle avait cette douceur qui attirait les gens. Elle cuisinait pour Aaron, changeait ses draps, faisait ses courses. Parfois, elle apportait des jeux de société pour le distraire. Elle réorganisa même ses heures de travail pour aider plus souvent. Mais bientôt, Elliot remarqua de petits changements. Les dîners à la maison devinrent silencieux. Pénélope manquait plus de repas de famille. Puis, un soir, Elliot s'assit à la table de la cuisine longtemps après que la vaisselle fut faite. L'horloge semblait faire plus de bruit que d'habitude. La semaine suivante, il devint plus difficile de l'ignorer. Pénélope passait des heures à faire des courses pour Aaron, même quand Elliot était à la maison. Un soir, elle partit juste après le souper, disant qu'il avait eu une journée de chimio difficile. Elliot se tenait près de la porte alors qu'elle attrapait son sac à main. « Je pourrais y aller. » « Il a demandé à me voir, » dit-elle rapidement, sans croiser son regard. « Peine, » dit doucement Elliot, « tu passes plus de temps là-bas qu'ici. » Elle se retourna. « Il a besoin d'aide. »« Il n'est pas le seul, » répliqua Elliot, les mots plus fermes qu'il ne l'avait prévu. Elle cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que cette maison semble vide quand tu n'y es pas, » c'est à ce moment-là que la première vraie fissure apparut. Quelques jours plus tard, elle s'élargit. C'était un jeudi soir. Elliot revenait tout juste de remplacer une ligne électrique à la ferme des Henderson. La maison était sombre. La porte de la chambre d'Anna était fermée. Une assiette était posée sur la table, couverte de papier d'aluminium, un rôti froid. Elliot soupira, se lava et se prépara une assiette. Il avait à peine pris une bouchée quand Pénélope entra. « Tu as déjà mangé ?» demanda-t-elle en posant ses clés. « Je viens de commencer » répondit-il sans lever les yeux. Elle passa devant lui en direction de l'évier. « Tu as pris des nouvelles d'Anna aujourd'hui ?» Elle était avec ses amis, répondit Pénélope. Elliot se leva, posant sa fourchette. « Pénélope, il faut qu'on parle. » Elle se figea. Il prit une profonde inspiration. « Ça ne peut pas continuer comme ça. Je comprends qu'Aaron est malade. Vraiment, mais c'est notre maison, notre fille, notre vie, et tu as été. Il est en train de mourir, Elliot, lança-t-elle en se retournant brusquement. Il n'a personne. Et nous, on est quoi, dit Elliot, la voix s'élevant pour la première fois depuis des mois. Des clopinettes ? Elle le fixa, la blessure se lisant sur son visage. Je ne le choisis pas à ta place, dit-elle doucement. Mais c'est vraiment l'impression que ça donne, murmura-t-il. Silence. Puis elle se détourna. Je vais voir comment il va. Il a eu une journée difficile. Bien sûr qu'il en a eu une, marmonna amèrement Elliot. Trop bas pour qu'elle l'entende, ou peut-être pas. La porte se referma derrière elle. Et Elliot resta seul dans sa propre cuisine, les ombres sur les murs s'étirant plus longues qu'elles ne l'avaient jamais été. Les jours se transformèrent en semaines, et le silence entre Elliot et Pénélope devint plus lourd que tous les mots qu'ils auraient pu trouver. Ce qui avait été un mariage rempli de regards complices, de contacts doux et de blagues chuchotées tard dans la nuit était devenu un rituel de silence. Le lit qu'ils partageaient depuis plus de 2 décennies ressemblait maintenant à un territoire étranger. Chaque nuit, Pénélope entrait discrètement, s'allongeait à côté de lui sans un mot, le dos souvent tourné. Elle essaya. 1 ou 2 fois de parler, de lui dire comment Aaron avait réagi à son traitement, ou comment son appétit s'était amélioré, ou à quel point il se sentait faible après la dernière séance de chimio. Mais à chaque fois, Elliot se levait du lit et quittait la pièce. Parfois, il s'asseyait dans le salon dans le noir. Parfois, il sortait sur le porche et fixait la nuit, écoutant le vent bruire dans les arbres secs du Texas. Il n'élevait pas la voix. Il ne l'accusait pas, mais le silence qu'il lui renvoyait était plus bruyant que tout. Un soir, alors qu'il était assis à la table de la cuisine, sirotant un verre d'eau, Anna entra dans la pièce. Elle portait encore ses vêtements d'école, son sac à dos à moitié ouvert. « Papa » demanda-t-elle prudemment. Il leva les yeux. « Pourquoi maman n'est jamais à la maison » demanda-t-elle, pas en colère, juste confuse. « Elle est toujours chez Aaron, même le week-end. »
Elliot posa doucement le verre, puis se leva. Tu devrais demander à ta mère, dit-il sans émotion, et il passa devant elle en direction du couloir. Cette nuit-là, Anna le fit. Elle frappa à la porte de Pénélope alors qu'elle pliait du linge dans la chambre principale. On peut parler? Pénélope leva les yeux. Bien sûr. Elle allèrent dans la chambre d'Anna. Les portes se refermèrent derrière elle. Personne n'entendit ce qui fut dit, mais la maison resta silencieuse pendant longtemps. Le lendemain, Pénélope partit le matin avec un plat à gratin et ses clés de voiture, comme chaque jour de cette semaine. Elle passa la majeure partie de l'après-midi chez Aaron, l'aidant à manger, s'assurant qu'il pouvait se rendre aux toilettes en toute sécurité, organisant ses pilules heure par heure. Quand elle rentra juste après le coucher du soleil, elle entra avec ses chaussures poussiéreuses et ses mains sentant l'antiseptique. Mais quelque chose n'allait pas. Elle tourna dans le couloir et s'arrêta. La porte de sa chambre était ouverte, mais l'espace à l'intérieur était vide de sa présence. Ses vêtements avaient disparu du placard. Ses photos encadrées de la commode, disparues. Son parfum, ses pantoufles, sa robe de chambre, tout avait disparu. Elle se précipita dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis, et là, ils étaient. Pliés et empilés sur le lit, ses affaires, ses robes, ses foulards, ses livres. Même la petite plante de jade qu'elle gardait sur le rebord de la fenêtre avait été déplacée. Elle resta là, stupéfaite. Sortant son téléphone, elle composa le numéro d'Elliot. L'appel sonna. Et sonna. Pas de réponse. Elliot, murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. Qu'est-ce que tu fais? Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Il ne criait pas. Il ne faisait pas de scène, mais il avait tracé une ligne. Et avec ce geste silencieux, tout avait changé entre eux. Cette nuit-là, Elliot s'assit seul dans la salle de repos de la caserne des pompiers, fixant les vieilles photos encadrées sur le mur. Des photos des défilés du 4 juillet de la ville. Une photo de groupe de volontaires, lui et Aaron parmi eux, plus jeunes, riant, les bras passés sur les épaules l'un de l'autre. Il ne pouvait pas se résoudre à haïr Aaron. Il était en train de mourir. Mais Pénélope, elle, ne l'était pas. Et pourtant, elle s'était éclipsée, petit à petit. L'homme que Milford avait connu, doux, patient, toujours avec un mot gentil, changeait, doucement, régulièrement. La douceur en lui s'estompait, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus froid. Il ne claquait pas les portes. Il ne criait pas. Mais son silence n'était plus paisible. C'était le son de quelque chose qui mourait. Et bien qu'il ne puisse pas encore le dire à voix haute, Elliot savait au fond de son cœur. Son mariage ne serait plus jamais le même. Les jours dans la maison des Brown devinrent encore plus silencieux, comme si les murs eux-mêmes avaient appris à retenir leur souffle. Elliot ne parlait plus à Pénélope, ni le matin, ni au dîner, ni même en passant. Il se déplaçait dans la maison avec une efficacité silencieuse, sa présence réduite à des bruits de pas, au froissement de sa veste, au son des clés de voiture posées sur le comptoir. Il était toujours là, mais à la manière d'un fantôme. Toujours présent, jamais vraiment vu. Le dîner en famille était devenu un souvenir. La table qui abritait autrefois les rires, les conversations et les rôtis du dimanche restaient maintenant largement intactes. Elliot mangeait seul quand il mangeait, généralement dans le garage ou sur le porche avec un thermos de café. Anna emportait souvent son assiette dans sa chambre. Pénélope remarquait tout cela, mais elle ne savait pas comment arranger les choses. Ou peut-être n'essayait-elle pas assez fort. Elle fit des tentatives. Certains matins, elle se réveillait avant l'aube et faisait frire des œufs, exactement comme Elliot les aimait. Elle laissait le récipient près du grille-pain, comme elle l'avait toujours fait, un geste silencieux, une branche d'olivier enveloppée dans du papier d'aluminium. Mais chaque fois qu'elle revenait plus tard, la boîte était intacte. Elle savait ce que cela signifiait. Un matin, elle s'attarda dans l'embrasure de la porte pendant qu'Elliot laçait ses bottes. « Elliot, je t'ai fait le petit déjeuner, dit-elle doucement. » Il ne leva pas les yeux, ne jeta jamais un regard vers la source du son, attrapa ses clés et passa devant elle. Pour lui, elle n'était plus une voix, juste un son lointain qu'il allait maintenant ignorer. Elle resta là, en silence, pendant un long moment, fixant l'espace vide qu'il venait de laisser derrière lui. Elliot n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son silence était assourdissant. Ses yeux, quand il croisait les siens en passant, disaient tout ce que sa bouche refusait de dire. « Pourquoi n'es-tu pas ici avec nous? Pourquoi ma femme est-elle loin de moi?
Pénélope continuait ses journées. Elle allait toujours chez Aaron, lui apportait toujours de la soupe, lavait ses draps, l'aidait à gérer la douleur et les rendez-vous. Mais la nuit, quand elle passait devant son ancienne chambre et voyait la porte toujours fermée, son cœur se tordait. Elle ne frappait pas. Elle se disait qu'Elliot était juste jaloux, qu'il l'aimait encore. Qu'il était en colère maintenant, mais qu'il finirait par revenir à la raison. Il le faisait toujours. Dans son esprit, c'était temporaire. Elle se tint devant le miroir un soir, se brossant les cheveux, son reflet pâle dans la faible lumière de la chambre d'amis. « Il a 45 ans, se murmura-t-elle. Il ne va nulle part. Il est à moi. Je suis sa femme. Je ne divorcerai jamais de lui. » Elle sourit faiblement à ses propres mots. Mais ce que Pénélope ne réalisa jamais, ce qu'elle ne se permit jamais de comprendre, c'est que même l'homme le plus gentil a ses limites. Même un cœur qui donne sans rien demander en retour se lasse finalement d'être ignoré. Et quand on prend un homme honnête et aimant pour acquis, quand on confond son silence avec une reddition, cet amour peut se transformer en haine en quelques instants. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Milford était bas, chargé de nuages lourds, gonflé de la menace de la pluie, mais refusant d'éclater. Le genre de ciel qui rendait tout un peu plus immobile, plus tendu. Pénélope rentra plus tôt que d'habitude. Elle n'alla pas dans la chambre d'amis. Elle s'assit dans le salon, fixant la porte, attendant le retour d'Elliot, ses doigts tripotant l'ourlet de son pull, son cœur battant à un rythme irrégulier. 16 heures, la porte d'entrée s'ouvrit. Des bottes sur le bois. Le craquement familier des clés déposées dans le bol près de l'entrée. Elliot ne lui jeta pas un regard, ne dit pas un mot. Il passa tout droit, descendit le couloir et entra dans la chambre. La porte se referma avec un léger clic. Pénélope se leva, s'approcha et frappa. « Elliot, dit-elle doucement, je veux te parler. » Silence. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. « S'il te plaît, ouvre juste la porte. » Toujours rien. Elle appuya son front contre la porte. « Aaron est à l'hôpital, murmura-t-elle. Le médecin dit que son cœur est en train de lâcher. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. » À l'intérieur, Elliot était assis sur le bord du lit. Ces mots le frappèrent comme un train au ralenti, inévitable et cruel. Sa poitrine se serra. Aaron, son plus vieil ami, le garçon avec qui il avait partagé des secrets, le jeune homme qui avait quitté la ville avec des rêves, l'homme qui n'était revenu que pour mourir. Maintenant, il s'en allait. Et pourtant, il était aussi la raison pour laquelle tout s'était effondré. Mais l'était-il vraiment? Elliot serra les poings. Il est en train de mourir, se rappela-t-il. Pourquoi je continue à le blâmer? Il prit une longue inspiration, se leva et se dirigea vers la porte. La poignée tourna, et la porte s'ouvrit lentement. Pénélope se tenait là, les yeux gonflés, les mains jointes devant elle. Quand elle regarda le visage d'Elliot, elle baissa immédiatement les yeux. Elle ne pouvait pas soutenir son regard. Elliot la regarda pendant un long moment silencieux. Il vit ses lèvres tremblantes, sa culpabilité, sa honte. Et il sut qu'elle n'avait pas fini. « Quoi d'autre » demanda-t-il d'un ton plat. Les yeux de Pénélope restèrent baissés. Sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis enceinte. » Le temps s'arrêta. Le couloir était si silencieux que même le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine semblait assourdissant. Elliot resta immobile, sans bouger. Puis finalement, il demanda « De combien de mois ?» Ce n'était pas la question à laquelle Pénélope s'attendait. Elle hésita. Sa voix se cassa. 3 mois. Le visage d'Elliot ne bougea pas, ce n'est pas le mien, n'est-ce pas? La tête de Pénélope se releva brusquement, des larmes inondant instantanément ses yeux. Non, c'est le tien, Elliot. C'est le tien. Il s'approcha. Ses yeux, si familiers et autrefois remplis de chaleur, étaient maintenant des abîmes froids et vides. Faisons un test ADN, dit-il, sa voix calme, distante. Parce que je ne te fais pas confiance. Pénélope haleta, ses genoux faiblirent, et avant qu'elle ne puisse se rattraper, le monde bascula. Elle s'effondra sur le sol avec un bruit sourd. Le noir. Quand elle ouvrit les yeux, elle était toujours allongée sur le parquet. La pièce était sombre. Sa tête lui faisait mal. Elle se tourna légèrement et le vit, Elliot, assis sur la chaise à quelques mètres de là. Il n'avait pas bougé, ne l'avait pas relevé, ne lui avait pas offert d'eau ni de réconfort.
Il était juste assis là, les mains posées sur ses genoux, la fixant. Elle cligna des yeux pour chasser les larmes, luttant pour s'asseoir. Sa voix tremblait. Tu ne m'as même pas relevé. J'étais par terre pendant tout ce temps. La mâchoire d'Elliot se crispa. Ses mots sortirent, bas et tranchants, chaque syllabe délibérée. Alors tu sais ce que ça fait d'être abandonné. Elle grimaça. Les mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Des larmes coulaient sur son visage. Elle se leva lentement, chancelante. Elle s'essuya la joue, puis le regarda dans les yeux. Oui, dit-elle, la voix rauque. L'enfant est daron. Elle fit une pause. La douleur gravée dans chaque mot. Il est en train de mourir, et il voulait être père avant de partir. Il voulait que quelqu'un porte sa lignée. La respiration d'Elliot devint plus lourde, mais sa posture ne changea pas. Il ferma les yeux, brièvement, puis les rouvrit. Sa voix était amère. Glaciale. Il veut que son sang corrompu soit transmis à un autre, dit-il. N'est-ce pas ironique? Pénélope tressaillit. Elle n'avait jamais imaginé qu'Elliot, le doux, le noble Elliot, pourrait se moquer du cancer du sang d'Aaron, mais il l'avait fait. Les yeux de Pénélope brillèrent de rage et de chagrin. Tu te moques de son cancer, dit-elle, la voix tremblante. Elliot sourit, un sourire lent et cruel. Au moins, je suis honnête. Pas un briseur de ménage. Elle tomba à genoux devant lui, les mains jointes, le visage humide de larmes. S'il te plaît, Elliot, laisse-moi porter cet enfant. Je m'en occuperai. C'était son dernier souhait. Il voulait juste. Elliot ne broncha pas. Il ne sia pas, tu ne m'as jamais demandé, dit-il, la voix plate, venimeuse. Tu ne m'as jamais demandé avant d'ouvrir tes jambes pour ce connard. Alors ne me demande pas de te bénir pour avoir donné naissance à un bâtard. Le souffle de Pénélope se coupa dans sa gorge. Elle le fixa, horrifiée, comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui se tenait devant elle. Tu es si cruel, murmura-t-elle. Comment peux-tu parler comme ça? D'un enfant à naître. Elliot se leva lentement, la chaise raclant légèrement contre le parquet. Il la regarda de haut, son visage de pierre. Viens, dit-il, allons rendre une petite visite à ton amant. Je dois le regarder dans les yeux et lui demander ce que ça fait de poignarder son meilleur ami dans le dos. La voix de Pénélope se brisa. S'il te plaît, Elliot, ne fais pas ça. Ne lui fais pas de mal. Il est en train de mourir. Elliot inclina la tête et sourit. Fais-moi confiance, salope. Si je le voulais mort, il le serait déjà, dit-il, sa voix comme de la glace. Mais je veux le voir vivre. Il se dirigea vers la porte d'entrée, attrapa ses clés et l'ouvrit. La lumière du porche le baigna d'une lueur pâle. Anna montait juste les marches du perron. Son sac à dos sur une épaule. Elle vit sa mère, les yeux rouges et à terre, et son père, raide comme une pierre à la porte. Elle se figea. Alors tu lui as dit, demanda-t-elle, sa voix prudente. Elliot tourna lentement la tête et regarda sa fille droit dans les yeux. Il ne parla pas. Il sourit. Et ce sourire n'était pas celui de son père. Pas celui qui s'asseyait sur la balançoire du porche en sifflotant pendant qu'il travaillait. Pas l'homme qui la portait sur ses épaules pendant les défilés. Ce sourire lui donna froid dans le dos. Elliot hocha la tête une fois, puis une autre, lentement, et il sourit encore une fois. Anna ne dit rien. Elle s'écarta simplement. Pénélope sortit derrière lui quelques instants plus tard, se relevant péniblement, attrapant son sac à main avec des mains tremblantes. Elle ouvrit la portière passager du camion et s'y glissa en silence. Le trajet jusqu'à Waxahachie fut silencieux. Pas un mot ne fut échangé entre eux. La radio était éteinte. Seul le bourdonnement des pneus sur la route remplissait le silence. Les yeux d'Elliot ne quittaient pas la route. Ses mains étaient stables sur le volant. Pénélope le regarda plusieurs fois, mais il n'y avait plus aucune douceur dans son expression, aucune trace de l'homme qu'elle avait épousé. Ils arrivèrent à l'hôpital juste avant 19h. Les lumières du parking vacillaient dans l'air moite de la nuit. Elliot gara le camion, sortit et attendit. Pénélope hésita, puis suivit. À l'intérieur, la lueur fluorescente de l'hôpital rendait tout stérile, surréaliste. Elliot se dirigea directement vers le bureau d'accueil. « Je suis ici pour voir Aaron Walker », dit-il calmement. « Je suis répertorié comme contact d'urgence.
L'infirmière le chercha brièvement sur l'écran, puis hocha la tête. Chambre 214, elle des soins intensifs. Pas de questions, pas de délai. Pénélope marchait derrière lui en silence alors qu'il traversait le long couloir résonnant. L'air semblait plus froid ici. Les bottes d'Elliot résonnaient contre le linoléum. Son expression ne changea pas. Les yeux de Pénélope balayaient les alentours, chaque nerf de son corps tendu. Au bout du couloir, ils tournèrent à gauche. Chambre 214. Ils se dirigèrent vers la chambre d'Aaron. À l'intérieur de la chambre 214, le bip régulier des machines et le faible sifflement de l'oxygène remplissaient l'air stérile. Aaron Walker gisait immobile dans le lit d'hôpital, le visage décharné, la peau pâle étendue sur ses os. Des tubes transparents serpentaient autour de ses bras, lui administrant le peu d'aide que la médecine moderne pouvait offrir. Un masque à oxygène était collé à son visage, semblant légèrement à chaque respiration superficielle. Ses yeux, bien que ternes et cernés de fatigue, s'ouvrirent au bruit des pas. Elliot entra avec un calme mesuré, ses bottes tapotant doucement sur le carrelage. Pénélope hésita à la porte, les yeux rouges, les lèvres tremblantes. Elliot tira un petit tabouret en métal à travers le sol avec un long grincement et le plaça juste à côté du lit. Il s'assit, les coudes sur les genoux, et se pencha près d'Aaron. Aaron cligna lentement des yeux, essayant de faire le point. « Salut, mon pote » dit doucement Elliot, les coins de sa bouche se courbant en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis là pour te dire quelque chose. » Aaron essaya de parler, mais le masque étouffa sa tentative. Son front se plissa, confus. Elliot continua, sa voix douce, désinvolte, presque gentille. « Tout d'abord, dit-il, cette salope m'a dit qu'elle était enceinte de ton enfant. » Les yeux d'Aaron s'écarquillèrent légèrement. Sa tête bougea à peine. Elliot inclina la tête. « Maintenant, écoute bien. Je vais m'assurer que cet enfant naisse. Tu sais pourquoi, Aaron ?» Il se pencha en avant, la voix baissant jusqu'à un murmure. « Parce que je veux voir ton enfant grandir sans jamais avoir quelqu'un à appeler papa. » Pénélope halta derrière eux, mais Elliot ne se retourna pas. « Je veux qu'il se réveille chaque jour et ressente ce vide, ce trou. Il ira à l'école et verra d'autres enfants être récupérés par leur père. Et il attendra quelqu'un qui ne viendra jamais. » La main d'Aaron tressaillit légèrement sur la couverture, mais il était trop faible pour la soulever. Elliot sourit plus largement. « Oh, crois-moi, il sera triste. Vraiment triste. Parce que l'homme qui a donné son sperme pour le faire, il tapota doucement la barrière métallique avec sa phalange, mourra ici même, dans ce lit. » Il se leva légèrement, dominant maintenant Aaron. « Et Pénélope » Il ricana froidement. « Elle élèvera ce bâtard toute seule. Elle ne trouvera jamais un autre homme pour venir être un père pour cet enfant. » Pénélope se couvrit la bouche, des larmes coulant sur son visage. Elliot se retourna vers Aaron, sa voix maintenant plus froide que la perfusion à son chevet. « Chaque homme qui entrera dans sa vie après toi, dit-il lentement, viendra, couchera avec elle, puis s'en ira après l'avoir utilisée. » Elliot tourna lentement la tête vers Pénélope, sa voix maintenant plus basse, plus venimeuse que jamais. « Cette femme, dit-il en la désignant du doigt sans quitter Aaron des yeux, sera utilisée comme un mouchoir en papier, et ton bâtard d'enfant assistera à tout ça. Il verra les hommes aller et venir. Il verra la façon dont il la traite. Et il le sentira. » Il s'approcha du lit d'Aaron, ses yeux vifs, délibérés. « Il sera blessé jour après jour, et il remplira son cœur de haine, de pourriture, de mal. Un jour, il te maudira, Aaron. Il maudira l'homme qui lui a donné la vie et la femme qui a détruit son mariage juste pour le mettre au monde. Il vous maudira tous les deux de lui avoir donné une existence pitoyable et misérable. » Le moniteur à côté du lit d'Aaron se mit à hurler, d'abord une augmentation régulière de bip, puis une série erratique et rapide. La poitrine d'Aaron commença à se soulever. Ses respirations devinrent superficielles, rapides. Il agrippa la couverture, essayant de parler, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se révulsèrent légèrement derrière le masque à oxygène alors que la panique le submergeait. Son rythme cardiaque s'emballa. « Monsieur, vous devez reculer maintenant » cria une infirmière depuis l'embrasure de la porte. « Reculez » ordonna un médecin alors que plusieurs membres du personnel médical se précipitaient dans la pièce. Elliot se tenait là, calme, impassible. Il regarda Aaron une dernière fois, sa voix assez basse pour que seul Aaron puisse l'entendre. « Je suis venu pour te voir souffrir et mourir. » Puis il se retourna, reculant lentement,
sortant dans le couloir juste à l'extérieur de la chambre. La porte vitrée se referma derrière lui. À travers elle, Elliot se tenait comme une statue, les bras croisés, les yeux rivés sur ceux d'Aaron. Le regard d'Aaron ne se brisa pas non plus, même alors que les médecins l'entouraient, essayant de le stabiliser, ajustant l'oxygène, préparant l'adrénaline, les machines hurlant plus fort à chaque seconde qui passait. Les deux hommes, autrefois amis, frères de cœur sinon de sang, se fixaient à travers cette mince vitre. Le visage d'Aaron commença à se contorsionner de douleur. Le bip se transforma en un son plat et perçant. Pas de pouls, dit l'un des médecins d'un ton sombre. Heure du décès, 22h47. La pièce devint silencieuse. Une infirmière sortit lentement dans le couloir, secouant la tête. Il est parti. Elliot sourit et dit assez fort pour que Pénélope l'entende, on se reverra en enfer, salaud. Elle poussa un cri étouffé, ses genoux se dérobant sous elle. Elle s'effondra lourdement sur le sol froid juste à l'extérieur de la chambre. Sa tête heurta le sol alors qu'elle s'évanouissait de nouveau. Elliot ne broncha pas. Il s'écarta machinalement, laissant passer l'infirmière qui se précipita aux côtés de Pénélope. Elle se pencha, lui murmurant doucement, vérifiant son pouls, lui offrant son soutien. Elliot resta là, silencieux, regardant, impassible, et laissa l'infirmière aider Pénélope. L'infirmière s'agenouilla à côté de Pénélope alors qu'elle pleurait sur le sol froid du couloir de l'hôpital. Elle leva les yeux vers Elliot, qui se tenait à proximité, calme et impassible. « Pouvez-vous l'aider à se relever » demanda l'infirmière, sa voix teintée d'incrédulité. Elliot sourit faiblement, un sourire glaçant. « Sa chute lui appartient, dit-il. Elle doit se relever toute seule. Je ne suis plus son protecteur. » L'infirmière haleta, horrifiée par sa cruauté, mais Elliot se tourna simplement et s'éloigna, ses pas résonnant derrière lui comme une ponctuation à ses mots. Dehors, il sortit son téléphone et appela sa mère. « Maman, dit-il. Pénélope est à Baylor Scott. Va la chercher. » Elliot, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu... commença T.L. Mais la ligne était déjà coupée. Le lendemain matin, le camion d'Elliot avait disparu. Son téléphone était éteint. Pendant une semaine, personne n'eut de ses nouvelles. Milford chuchotait. Les rumeurs fleurissaient comme de la moisissure. La mort d'Aaron Walker, l'effondrement de Pénélope, la disparition d'Elliot. Puis, aussi soudainement qu'il était parti, Elliot revint. Le même jour, un coursier arriva à la porte de Pénélope. Dans sa main, une enveloppe Kraft scellée, des papiers de divorce. Elle les lut en silence, debout seule dans le salon, ses mains tremblaient. Sa poitrine se serra. Les larmes coulaient librement, silencieusement. Elle attrapa son téléphone et essaya de l'appeler. Toujours éteint. Au coucher du soleil, Elliot rentra à la maison. Il gara son camion, entra sans un mot, se dirigea vers sa chambre et enfila une chemise propre. Puis il entra dans la cuisine, se versa un verre de whisky et s'assit sur le bord de la table de la salle à manger, le sirotant lentement, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. En quelques minutes, ses parents et ses beaux-parents arrivèrent, alertés par les appels en larmes de Pénélope et les textos effrayés d'Anna. Grace se tenait près de la porte, pâle et incertaine. Le père de Pénélope, George Patterson, un homme à la voix douce qui élevait rarement la voix, semblait visiblement secoué. Anna se tenait près de l'escalier, les bras croisés fermement sur sa poitrine, le visage accablé. Pénélope entra en dernier, les yeux injectés de sang, les lèvres tremblantes. La tension était suffocante. Grace rompit le silence. « Elliot, pourquoi? Pourquoi lui as-tu envoyé des papiers de divorce ?» George prit la parole ensuite. « Elle est enceinte, mon garçon, et pourtant tu divorces? Elle porte ton enfant, pour l'amour du ciel. » Elliot prit une autre gorgée lente de whisky, le verre blotti dans ses doigts. Puis il tourna son regard vers Pénélope. « Pourquoi ne leur dis-tu pas, dit-il. Pourquoi ne dis-tu pas à toutes les personnes présentes ici pourquoi je t'ai signifié ces papiers ?» La bouche de Pénélope s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres tremblèrent. Elle baissa les yeux. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elliot se leva, posa le verre sur la table et se tourna pour faire face à George directement. « Votre fille, dit-il clairement, a couché avec Aaron Walker. Et elle est enceinte de son enfant. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. « Alors non, continua Elliot,
sa voix calme mais tranchante. Sa condition, son bien-être, et cet enfant en elle ne sont pas mon problème. Il se tourna vers sa mère. Ses yeux étaient grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte. « Maman, dit-il doucement, cette femme a trahi ma confiance. Elle a trahi mon amour. » Son ton ne vacilla jamais. C'était comme s'il lisait les Écritures. « Je prie Dieu chaque jour, et je lui souhaite toute la douleur et toute la souffrance du monde. Je veux la voir souffrir. Je veux la voir pleurer. Je veux la voir élever ce bâtard toute seule. Et je veux vivre assez longtemps pour voir ce bâtard la maudire chaque jour pour son existence misérable. » Grace recula d'un pas, serrant sa poitrine, le souffle court. Elle regarda son fils comme si elle voyait un étranger. Ce n'était pas le garçon à la voix douce qu'elle avait élevé. Ce n'était pas l'homme qui sauvait les gens des maisons en feu, qui réparait gratuitement de vieux fils quand les gens ne pouvaient pas se le permettre, qui aimait avec le genre de cœur dont les gens écrivent des chansons. Non, cet homme qui se tenait devant elle était froid, vengeur, plein de poison. Et alors que le silence s'épaississait dans la pièce, Grace murmura, presque pour elle-même, « Qu'est-il arrivé à mon fils ?» Ses yeux s'emplirent de larmes, et elle fixa Elliot, impuissante. Il est rempli de haine. Grace s'approcha de Pénélope, son visage strié de larmes. Elle tendit une main tremblante, touchant le bras de Pénélope comme pour espérer alléger d'une manière ou d'une autre le poids qui pesait sur les épaules de la jeune femme. Puis elle se tourna lentement vers son fils, sa voix douce, suppliante. « Elliot, dit-elle, presque dans un murmure. Y a-t-il un moyen quelconque, que tu puisses fermer les yeux sur ça? Peux-tu lui pardonner? Sauver ton mariage. » Sa voix se brisa sous le poids de sa propre incrédulité, de son propre chagrin. « Vous êtes mariés depuis plus de 20 ans. Vous avez une vie ensemble, une fille. S'il te plaît. » Le visage d'Elliot était illisible. Il tourna la tête vers sa mère et croisa ses yeux larmoyants, mais les siens restèrent froids, détachés. Puis, sans un mot, il se tourna vers Pénélope. George s'avança rapidement, sa voix tremblante, mais toujours stable. « Elliot, l'enfant est innocent, dit-il. Je sais que ce qu'elle a fait est mal, mais s'il te plaît, tu es un homme bon. Tu l'as toujours été. Pense à la santé de l'enfant. Si Pénélope subit du stress, ça nuira au bébé. Ce n'est pas la faute du bébé. » Elliot ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de fixer Pénélope, qui se tenait figée, les yeux gonflés, la bouche entr'ouverte comme si elle était sur le point de parler, mais ne pouvait pas trouver la force. Tous les yeux dans la pièce étaient rivés sur Elliot. Puis il sourit. Pas un sourire gentil. Pas le sourire de l'homme que la ville aimait, mais le sourire de quelqu'un qui avait brûlé le pont, brisé le chemin et salé la terre derrière lui. « Chaque seconde qu'elle passe ici, dit-il doucement, je continuerai à lui rappeler qu'elle est souillée. » Pénélope haleta, ses genoux tremblants sous elle. « Je lui rappellerai qu'elle a détruit plus de 2 décennies de mariage juste pour satisfaire le désir tordu d'un homme promis à l'enfer qui n'était pas son mari. » Il s'approcha, non pas pour menacer, mais pour s'assurer que chaque mot portait. « J'adorerais la voir souffrir. » Il tourna légèrement la tête, ses yeux toujours sur elle. « Et ce bébé, dit-il, sa voix basse et ferme. Je n'ai aucune sympathie, aucune affection, rien. » Son regard se durcit. « Quoi qu'il lui arrive. » Il fit une pause. « C'est son destin. » Pénélope s'effondra à genoux, ses sanglots éclatant comme des flots d'inondation brisant une digue. Elle se serra le ventre, se balançant légèrement, incapable de contenir l'agonie qui se tordait dans son corps, non seulement physique, mais aussi émotionnel, spirituel. Ses cris emplirent la pièce, brute et brisée. Elliot ne broncha pas. Il se versa un autre verre de whisky, le tintement de la glace et du liquide étrangement fort dans le silence entre ses sanglots. Il se rassit sur le canapé, les jambes croisées nonchalamment, son regard froid et impassible. Le chaos autour de lui aurait aussi bien pu être un chant d'oiseaux. De l'autre côté de la pièce, Anna se tenait figée près des escaliers, observant son père. Il la regarda et sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Il était aiguisé et enroulé comme un serpent, trempé dans le venin. Ce sourire n'appartenait pas au père qu'il abordait le soir ou réparait la chaîne de son vélo dans l'allée. Il appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus froid, de plus sombre. Un frisson la parcourut. Elle se retourna et monta discrètement les marches, disparaissant dans sa chambre, le cœur battant dans ses oreilles.
George Patterson se déplaça rapidement, s'approchant de sa fille, qui était maintenant effondrée sur le sol. Il la regarda de haut, les yeux lourds de dégoût et de pitié. Il ne parla pas tout de suite, s'agenouilla simplement et l'aida à se relever. « On s'en va » dit-il d'une voix bourrue. Grace ouvrit la bouche pour protester, mais George lui lança un regard ferme, et elle s'écarta. Pénélope ne résista pas. Elle ne le pouvait pas. Elle laissa son père la guider hors de la maison, ses yeux vitreux, ses jambes la soutenant à peine. George l'aida à monter dans sa voiture, ferma la porte derrière elle et monta. Le trajet fut silencieux. Quand ils arrivèrent à la maison des Patterson, George n'attendit même pas que Pénélope parle. Dès qu'elle s'assit sur le vieux canapé du salon, il se retourna contre elle. « Tu as tué un homme bon. »« Et pourquoi ?»« Elliot était comme un fils pour moi. »« C'était un mari honnête et dévoué, » gronda-t-il en faisant les 100 pas, « tu as tué l'âme de quelqu'un qui aurait donné son dernier souffle pour toi. » Pénélope resta assise, ses mains tremblant sur ses genoux. Ses yeux fixaient le sol d'un air absent. La voix de George s'éleva, sa fureur à peine contenue. « L'enfer a une place spéciale pour les femmes comme toi. Si possible, avorte de cet enfant et prie pour qu'Elliot ait pitié de toi. » Pénélope tressaillit. Son médecin lui avait déjà dit qu'à 45 ans, la grossesse était déjà une affaire risquée. L'avortement était encore plus risqué. De plus, elle n'avait jamais voulu d'avortement. Elle avait promis à Aaron son enfant. George pointa un doigt vers elle, sévère et définitif. « Tu resteras ici temporairement, seulement jusqu'à la naissance de ce bébé. » Il s'approcha, sa voix maintenant froide. « Et une fois qu'il sera né, tu déménageras. Trouve ton propre chemin. » 3 mois plus tard, le palais de justice de Waxahachie était animé d'une tension silencieuse. La nouvelle s'était répandue dans tout Milford qu'Elliot Brown, le héros tranquille, le pompier volontaire, l'homme que tout le monde admirait autrefois, divorçait de sa femme. Mais ce n'était pas n'importe quel divorce, c'était la guerre. Pénélope sortit de la voiture de son père, son ventre de femme enceinte maintenant visiblement rond sous sa robe ample. Elle gardait la tête haute, malgré la honte qu'elle portait comme un second fardeau. Dans son cœur, elle croyait encore, d'une manière ou d'une autre, qu'elle pouvait arranger les choses. Que le tribunal pourrait ordonner une thérapie. Que si Elliot était forcé de s'asseoir à nouveau avec elle dans une pièce, peut-être se souviendrait-il de la vie qu'ils avaient construite. Peut-être lui pardonnerait-il. À l'intérieur, la salle d'audience était petite mais bondée. Des yeux curieux des coins tranquilles de la ville remplissaient les bancs. D'un côté, Pénélope était assise avec son avocat, ses mains posées de manière protectrice sur son ventre. De l'autre, Elliot entra quelques instants plus tard, impeccable dans un costume noir, son expression illisible. Il était suivi de son avocat, Ron Jeremy, arrivé en hélicoptère ce matin-là, sa réputation de plaideur impitoyable le précédant. Le juge, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, ouvrit la session avec une profonde inspiration. Il jeta un coup d'œil à Pénélope, puis à Elliot, puis de nouveau au dossier. L'avocat de Pénélope se leva le premier, parlant avec urgence, « Votre honneur, dans l'intérêt de préserver un mariage qui a duré plus de 20 ans, nous demandons à la Cour d'ordonner une thérapie de couple obligatoire avant de procéder à tout décret de divorce. » Il y eut une longue pause. Le juge jeta un regard vers Pénélope, ses yeux s'adoucissant. Il fit un léger signe de tête, comme s'il y songeait déjà. Mais alors Ron se leva. « Votre honneur, dit-il, la voix calme, autoritaire, une thérapie de couple, dans ce cas, serait une perte de temps pour le tribunal et d'argent pour les parties. Le lien entre ces deux personnes a été irrémédiablement brisé. Et je crois que quelques questions à Madame Brown rendront cela douloureusement clair. » Le juge haussa un sourcil. « Vous demandez un contre-interrogatoire maintenant, maître Jérémy ? » ?»« Oui, votre honneur. » Brièvement. Le juge fit une pause, puis hocha la tête. « Procédez. » Pénélope s'avança et s'assit à la barre des témoins. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se ressaisit. Ron s'approcha lentement, son ton professionnel, mais bordé d'une précision acérée. « Madame Brown, aimez-vous votre mari ?» Pénélope répondit sans hésitation, « Oui, plus que ma propre vie. » Ron hocha la tête, puis fit quelques pas avant de se retourner brusquement vers elle. « Plus que votre propre vie, » répéta-t-il. « Mais pas plus que la promesse que vous lui avez faite en vous mariant, renonçant à tous les autres. » Les lèvres de Pénélope s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ron insista. « Vous prétendez l'aimer,
pourtant l'enfant que vous portez dans votre ventre n'appartient pas à votre mari. Cet homme que vous aimez supposément plus que votre propre vie. Il pointa du doigt, calmement mais de manière mordante. Vous êtes une menteuse, Madame Brown. Vous vous tenez ici maintenant, devant le tribunal, demandant de sauver un mariage que vous avez volontairement détruit. Comment pouvez-vous regarder ce tribunal dans les yeux et dire que vous voulez réparer une union alors que vous avez emmené un autre homme dans votre lit? Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne parla pas. Ron inclina légèrement la tête. Était-ce un désir inavoué, Madame Brown? Demanda-t-il, sa voix comme un scalpel. Un fantasme sexuel secret? Tomber enceinte d'un homme mourant? Était-ce un besoin tordu de porter son héritage dans votre corps, au détriment de la dignité de votre mari? Objection. Cria l'avocat de Pénélope en se levant. Votre honneur, ce n'est pas un procès pénal. Nous sommes ici pour discuter de la réconciliation et de la possibilité de sauver ce mariage, pas pour humilier la requérante. Maintenu, dit le juge d'un signe de tête ferme. Maître Jérémie, veuillez vous en tenir à des commentaires pertinents. Ron offrit un léger sourire, presque poli. Bien sûr, votre honneur, dit-il, puis il se retourna vers le banc. Mais avant de parler de sauver un mariage, peut-être devrions-nous d'abord poser la question, pourquoi en est-il arrivé à un point où il avait besoin d'être sauvé? Il se tourna, lentement, pour faire face à Pénélope une fois de plus. Qui est responsable d'avoir amené ce mariage à ce point? Ron Jérémie s'avança, son regard perçant fixé sur Pénélope alors que la salle d'audience était suspendue à chacun de ses mots. Madame Brown, dit-il, son ton froid mais contrôlé. Pourquoi avez-vous couché avec Monsieur Walker? Pénélope se tortilla sur son siège, visiblement mal à l'aise. Ses yeux se tournèrent vers Elliot, qui était assis immobile, la mâchoire serrée. Puis elle se retourna vers Ron, la voix tremblante mais stable. Aaron m'a dit qu'il voulait être père, qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu'il voulait que sa lignée continue. Alors? Elle déglutit difficilement. Alors j'ai accepté. J'ai couché avec lui et je suis tombée enceinte. Un faible murmure parcourut la salle. Ron haussa un sourcil, ses lèvres se retroussant en un rictus. Quelle noble cause, Madame Brown, dit-il, dégoulinant de sarcasme. Donc ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas trompé votre mari. Non, vous avez simplement exaucé le dernier souhait d'un homme mourant. Pénélope leva les yeux écarquillés. Oui. Ron fit un pas en avant, sa voix s'élevant. En couchant avec lui et en tombant enceinte de son enfant? Le visage de Pénélope s'empourpra, un mélange de honte et de désespoir. Il voulait un enfant, dit-elle, plus fermement maintenant, sa frustration commençant à poindre. Il aurait pu adopter quand il en avait le temps, lança Ron. Sa voix résonna contre les murs de la salle d'audience. N'insultez pas ce tribunal avec des justifications pour une trahison. Pénélope baissa les yeux. Ron continua, avançant avec précision. Passons à autre chose. Vous êtes tombée enceinte. Avez-vous déjà informé votre mari, avant la grossesse, de ce petit plan pour porter l'enfant d'un autre homme? Pénélope hésita. Je lui ai parlé, du désir d'Aaron. Ron se pencha en avant, la voix tranchante. Après être tombée enceinte, dit-il fermement. Après? Ce n'est pas informé. C'est avoué. Il se tourna vers le juge un instant, puis de nouveau vers Pénélope. Donc non, votre mari n'avait aucune idée que vous couchiez avec cet homme. Vous l'avez exclu. Vous avez rompu vos vœux. Et maintenant? Ron joignit ses mains, son ton passant à quelque chose de plus doux, mais non moins pointu. Maintenant, Madame Brown, une question très importante, qu'est-ce qu'un père? Est-ce l'homme qui donne son sperme? Ou est-ce l'homme qui élève l'enfant? Pénélope ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Elle semblait perdue, noyée dans le silence de la salle d'audience. Ron n'attendit pas, vous saviez qu'Aaron allait mourir. Vous saviez qu'il ne pourrait jamais élever cet enfant. Et pourtant, vous avez continué. Alors dites-nous, Madame Brown, était-ce votre plan depuis le début de piéger Monsieur Brown pour qu'il élève un enfant qui n'était pas le sien? La voix de Pénélope se brisa alors qu'elle répondait, Elliot est un excellent mari et un père formidable. L'enfant aurait eu de la chance de l'avoir. Ron se pencha légèrement, sa voix basse mais acérée comme une lame de rasoir. Alors, si je comprends bien. Vous vouliez donner à votre mari un enfant que vous aviez eu avec un autre homme,
et vous vous attendiez à ce qu'il l'élève comme le sien. Sans qu'il le sache, sans son consentement. Il se redressa, ces derniers mots clairs et délibérés. Est-ce juste, considérant que M. Brown n'avait aucune idée que vous couchiez avec un autre homme? Il fit une pause, puis porta le coup de grâce. C'est une fraude à la paternité, Madame Brown. La salle d'audience bourdonna de murmures étouffés. Une vague de malaise traversa les spectateurs comme un vent glacial. Les derniers mots de Ron Jeremy résonnaient encore faiblement dans l'air. Fraude à la paternité, Madame Brown. Et même le juge semblait visiblement mal à l'aise, se tortillant légèrement sur sa chaise. Pénélope était assise, les mains tremblantes, le visage pâle et défait. Son avocat se leva rapidement. « Objection, votre honneur, dit-il, essayant de reprendre le contrôle. Ma cliente n'avait pas l'intention de piéger qui que ce soit. Ce n'était jamais malveillant. Ce mariage mérite d'être sauvé. Ils sont ensemble depuis plus de 2 décennies. » Ron ne le laissa pas finir. Il se retourna vivement, l'interrompant d'une voix froide et mesurée. Ce mariage avait besoin d'honnêteté, votre honneur. Il avait besoin de confiance. Il avait besoin de ce sur quoi tout mariage est construit. Il s'avança de nouveau, ses mots tranchant la pièce comme une lame. Tout ce que ce mariage a reçu de Madame Brown, c'est la trahison et la tromperie. Il fit une pause délibérée, laissant les mots s'imprégner. La salle retomba dans le silence. Votre honneur, continua Ron, son ton passant maintenant du tranchant au ferme. Je recommande que ce mariage soit dissous. Laissons les 2 parties avancer dans leur vie. Forcer ces 2 personnes à rester ensemble plus longtemps serait une cruauté déguisée en réconciliation. Cela ne ferait qu'approfondir les blessures et prolonger une souffrance inévitable. Le juge se pencha en arrière, troublé. Il regarda Pénélope, visiblement enceinte, tremblante, les yeux vides. Puis Elliot, stoïque, toujours calme. Il y eut une longue pause. Le juge soupira. Bien que les arguments présentés soient convaincants, la loi du Texas donne au tribunal le pouvoir discrétionnaire de tenter une réconciliation lorsqu'il estime que le mariage peut encore être sauvé. Il regarda les 2 avocats, puis le couple. J'ordonne des séances de thérapie obligatoires pour les 90 prochains jours. Nous nous réunirons de nouveau après cette période. Un silence stupéfait suivit. La mâchoire de Ron se serra. Il se tourna lentement pour jeter un coup d'œil à Elliot, dont l'expression avait changé. Un sourire. Ce n'était pas joyeux. Ce n'était pas gentil. C'était lent, délibéré, cruel. Le sourire d'un homme qui savait qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Exactement ce que Ron avait espéré éviter. Ron déglutit et se tourna vers Pénélope. Il s'approcha lentement, se pencha et parla d'un ton bas et mesuré qu'elle seule pouvait entendre. « Je suis désolé, Madame Brown. Je voulais que vous soyez en sécurité, mais je suppose que j'ai échoué. » Il se redressa. « Bonne chance avec cette séance de thérapie. » Pénélope ne le regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur ses mains, jointes sur son ventre gonflé. Ron se retourna et retourna vers Elliot, qui souriait toujours, savourant la victoire qu'il n'avait même pas exprimée. Ron l'avait su dès le premier instant où ils s'étaient assis ensemble dans son bureau. Le calme dans la voix d'Elliot alors qu'il expliquait ce qui s'était passé, la façon dont il détaillait la chronologie, la trahison, la vérité derrière la grossesse, sans élever la voix, sans trembler. Ce calme effrayait Ron, car ce n'était pas le calme d'un homme qui se contenait. C'était le calme d'un homme qui avait déjà tout brûlé à l'intérieur et qui marchait maintenant à travers les cendres sans la moindre lueur de regret. Ron avait voulu que le divorce soit finalisé rapidement. Propre, froid, terminé. Mais le destin. Le destin a ses propres plans. La séance de thérapie eut lieu dans un bureau modeste et doucement éclairé au 2e étage d'une clinique tranquille juste à l'extérieur de Waxahachie. Le mobilier était délibérément peu menaçant, des tons sourds, des coussins moelleux, une boîte de mouchoirs soigneusement placée sur la table entre eux. L'atmosphère était censée inviter à la guérison, mais l'air à l'intérieur de la pièce était tendu. Le docteur Paul Kersey, un homme calme d'âge moyen avec des cheveux argentés et des lunettes, était assis avec un bloc-notes sur les genoux. Il observa ses 2 clients en silence avant de parler. « Eh bien, commença-t-il doucement. Commençons simplement. J'aimerais savoir ce que chacun de vous espère accomplir avec ces séances. » Pénélope se tourna immédiatement vers le docteur Kersey, ses mains reposant sur la courbe de son ventre. « Je veux sauver mon mariage, dit-elle, sa voix douce mais tremblante.
Je veux qu'Elliot comprenne qu'il est le seul homme que j'ai jamais vraiment aimé. J'ai fait une erreur émotionnelle, mais je veux qu'il voie que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Elle se tourna légèrement vers Elliot, ses yeux suppliants. Je veux que nous élevions cet enfant ensemble. Je sais qu'il n'est pas de son sang, mais le dernier souhait d'Aaron était d'être père, et je veux juste qu'Elliot m'aide à honorer cela. Nous avons construit une vie, une famille. Je supplie pour une seconde chance. Le docteur Kersey hocha la tête d'un air pensif, griffonnant une note rapide. Merci, Pénélope. Il se tourna ensuite vers Elliot, qui était resté adossé à sa chaise, les bras croisés nonchalamment, les yeux illisibles. Et vous, monsieur Brown? Que attendez-vous de ces séances? Elliot sourit. Pas chaleureusement. C'était une expression lente et délibérée qui fit même hésiter le docteur Kersey. Je suis ici, dit calmement Elliot, pour dire à Pénélope ce que je ressens. Il se tourna légèrement vers elle, pas méchamment, mais avec une distance froide. Et ce que je ressens à propos de son enfant à naître. Le docteur Kersey jeta un nouveau regard entre eux, tapotant doucement son stylo contre le bloc-notes. Très bien alors, commençons par la position de Pénélope. Il se pencha légèrement en avant, se concentrant de nouveau sur elle. Pénélope, pourquoi croyez-vous que votre mari devrait assumer la responsabilité d'élever un enfant qui n'est pas biologiquement le sien? Pénélope hésita, choisissant ses mots avec soin. Parce qu'Elliot il est un homme bon, un homme décent. Il a été le mari le plus aimant, le père le plus incroyable pour Anna. Il est tout ce qu'un homme devrait être. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais je connais aussi le genre de cœur qu'il a. Si quelqu'un peut donner une chance à cet enfant, c'est bien lui. Les yeux d'Elliot se rétrécirent. Il laissa échapper un souffle court et un rire sec avant de secouer la tête. Puis, avec une lenteur délibérée, il tourna les yeux vers le docteur Kersey et dit, « Donc la leçon ici, c'est, soyez un type bien, et vous deviendrez un cocu consentant. » Pénélope tressaillit au mot. La pièce devint lourde de silence. Le docteur Kersey soupira, ajusta ses lunettes et se tourna complètement vers Elliot. « Monsieur Brown, dit-il, d'une voix stable mais ferme, j'avais en fait l'intention de laisser votre femme finir de partager sa version d'abord, mais je vois qu'il est temps que nous entendions la vôtre. » Il se pencha légèrement, le stylo en suspens. « Vous avez mentionné que vous deviez partager vos sentiments. » Elliot se renversa dans sa chaise, les yeux fixés sur Pénélope. « Je la déteste, dit-il, sa voix basse, stable, mais pleine de quelque chose de brut et non filtré. Pas en passant, pas en silence. Je la déteste de chaque fibre de mon être. » Pénélope tressaillit. Le docteur Kersey leva lentement les yeux de ses notes. « Jusqu'au jour de ma mort, continua Elliot. Je porterai cette haine. » Le docteur Kersey resta silencieux un moment, puis demanda calmement, « Monsieur Brown, vous dites que vous la détestez, mais pensez-vous que s'accrocher à cette haine est de l'un ou l'autre d'entre vous, surtout quand il y a un enfant impliqué? » Elliot se tourna vers lui, un faible sourire amer flottant sur ses lèvres. Ce n'était pas de la joie. C'était le rictus d'un homme dont le cœur avait été si complètement brisé qu'il ne pouvait rien sentir d'autre que les éclats. « Cet enfant, dit Elliot, je n'ai jamais demandé qu'il vienne au monde. Il est la manifestation de la trahison de ma femme, une incarnation vivante de ses péchés. Pour moi, ce n'est pas juste un enfant. C'est le rappel sinistre, la preuve. Chaque souffle qu'il prendra, chaque étape, chaque anniversaire, me rappellera que ma femme m'a trahi et a détruit ma famille et mon mariage. À mesure qu'il grandira, ma haine pour cette femme et cet enfant grandira aussi. » Les larmes de Pénélope étaient maintenant silencieuses. Elles glissaient sur ses joues sans qu'elle les essuie. Ses mains tremblaient alors qu'elle les tenait sur son ventre. Le docteur Kersey se pencha doucement, son ton toujours égal. « Je peux entendre à quel point vous souffrez, monsieur Brown, mais la colère que vous portez. Si vous la laissez s'envenimer comme ça, elle pourrait empoisonner tout ce qui vous entoure. » Elliot resta immobile un moment, puis laissa échapper un rire court et amer. « Le poison, répéta-t-il. Docteur, je suis le poison maintenant. J'ai perdu qui j'étais. Ma foi, ma paix, mon humanité, tout ça. Disparu. » Il se tourna lentement vers Pénélope, sa voix calme, même désarmante de tranquillité. « Puis-je lui poser quelques questions ?» Le docteur Kersey jeta un coup d'œil à Pénélope, puis hocha la tête avec prudence. « Si c'est respectueux et que ça vous aide à assimiler, allez-y. » Elliot se tourna pour lui faire face complètement. Les yeux de Pénélope étaient déjà humides,
son expression tendue. Était-il bon au lit? As-tu apprécié? As-tu apprécié pendant que ton mari était à la maison, seul dans son lit? T'a-t-il donné du plaisir, des souvenirs que tu pourras emporter dans ta tombe? Elle essaya de parler, mais il l'interrompit doucement, fermement. Tu n'es pas assez stupide pour tomber enceinte juste pour un homme mourant. Tu peux tromper le monde entier, mais pas moi. Tu as couché avec lui parce que tu voulais coucher avec lui. Ta grossesse n'est qu'une comédie pour attirer la sympathie du monde. Je me souviens encore des yeux d'Aaron quand je lui ai parlé de la grossesse. Il y avait de la surprise dans ses yeux, pas de la reconnaissance. Alors, Pénélope, ce mensonge selon lequel Aaron avait un dernier souhait. Je n'y crois pas. Je pense que tu es une menteuse et que tu voulais juste coucher avec un homme mourant. Les lèvres de Pénélope tremblèrent. Son corps la lâcha. Elle glissa de sa chaise à genoux, sanglotant, secouée de manière incontrôlable. Sa voix sortit, fêlée et brisée. J'étais amoureuse de lui. Les mots frappèrent la pièce comme un coup de feu. Elle pleura plus fort, se recroquevillant sur le sol. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais ce n'était pas juste de la pitié. Ce n'était pas juste de la gentillesse. Il était en train de mourir, et j'ai pensé. Elle haleta. J'ai pensé que c'était ma dernière chance de me sentir proche de lui, de le tenir dans mes bras. Je n'ai pas pensé à ce que ça signifiait. J'ai juste ressenti. Le docteur Kersey resta immobile, ne jugeant pas, écoutant simplement. Elliot se leva lentement, ajustant les poignets de sa chemise. Son expression ne changea pas. Il n'y avait pas de choc visible, pas de colère supplémentaire, juste une résolution calme et froide. Il se tourna vers le docteur Kersey. Cette session est terminée. Et sans un mot de plus, il sortit de la pièce. 2 jours s'étaient écoulés depuis la séance de thérapie. La maison était illuminée pour le 18e anniversaire d'Anna, brillant contre l'étendue sombre de la campagne de Milford. Des ballons et des guirlandes ornaient le salon. Un modeste gâteau était posé sur la table de la cuisine, et une musique douce jouait en fond sonore. De l'extérieur, cela ressemblait à n'importe quelle autre réunion de famille. À l'intérieur, cependant, chaque invité marchait sur des œufs. Grace était assise tranquillement près du canapé, serrant un sac à dos. George Patterson, plus sombre que jamais, se tenait dans la cuisine, les bras croisés. Pénélope restait près du fond, son expression anxieuse. Elle n'avait pas osé parler beaucoup depuis son arrivée. Elliot, froid et calme, se déplaçait dans la maison comme un homme accomplissant un devoir, souriant juste assez, parlant juste assez. C'est lui qui avait organisé toute la réunion. Il avait passé des heures à décorer la maison avec des ballons. Tout le monde avait lu son message, j'ai une annonce à faire. Veuillez vous joindre à nous pour l'anniversaire d'Anna. Même Pénélope était invitée. L'espoir flottait dans l'air, dangereusement fragile. Grace croyait qu'il pourrait être sur le chemin du pardon. George priait en silence que le pire soit passé. Même Pénélope, qui n'osait pas rêver, sentit une lueur de possibilité. Mais Elliot ne disait rien. Il se contentait de verser des boissons, observant la soirée se dérouler comme un spectacle qu'il avait déjà vu. Ce n'est que lorsque le gâteau fut apporté et que tout le monde se rassembla autour de la table qu'il s'avança enfin. « Vas-y, ma chérie, dit-il à Anna, sa voix égale. Fais ton vœu. Anna, radieuse et pleine d'espoir, ferma les yeux et se pencha en avant, soufflant les bougies. Tout le monde applaudit. Grace se pencha, souriante. Que as-tu souhaité, ma puce? Anna rougit légèrement, puis regarda son père. J'ai souhaité que notre famille puisse être de nouveau réunie. Que toi et maman puissiez trouver un moyen de vous retrouver. L'expression d'Elliot ne changea pas. Il hocha simplement la tête et se dirigea vers la cuisine. Il se versa un verre. Du whisky sec, sans glace. Le verre tinta légèrement contre le comptoir. Il revint, prit sa place à la tête de la table et fixa sa fille. Bienvenue dans l'âge adulte, Anna, dit-il en levant son verre. Ce n'est pas aussi doux qu'un gâteau. Tout le monde se tut. Le sourire disparut du visage d'Anna. Tu vois, continua Elliot, en faisant tourner son verre. C'est un monde où les vœux ne signifient absolument rien. Ce que tu espères, inutile. Ce que tu veux, sans importance. Ce monde ne répond qu'à l'action. Il posa le verre avec un bruit sourd. Les bonnes actions obtiennent de bons résultats, les mauvais choix.
Il regarda maintenant Pénélope. De très mauvaises conséquences. La voix d'Anna trembla. Papa, je disais juste que ça signifierait tout pour moi si on pouvait être de nouveau ensemble. Elliot sourit, mais c'était un sourire vide, creux, empoisonné. Et c'est là que tu ne comprends toujours pas, dit-il. Tes vœux ne valent rien. Silence. Il se leva, posa ses deux mains sur la table et se pencha en avant. Ta mère et moi, c'est fini. Terminé. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de famille telle que tu te la souviens. Elle est morte au moment où elle a ouvert ses jambes pour cet asticot en décomposition. Pénélope détourna le regard, essayant de ne pas pleurer. Grace se couvrit la bouche. George serra la mâchoire. Elliot se retourna vers Anna. Sa voix baissa maintenant jusqu'à un calme bas, régulier et glaçant. Tu vois, cette nuit ne concerne ni elle ni moi, elle te concerne. Il pointa du doigt l'étage. Va. Fais tes valises. Anna cligna des yeux. Quoi? Tu m'as entendu, dit Elliot. Fais tes affaires. Elle le fixa, stupéfaite. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Elliot recula, finit la dernière gorgée de son whisky et parla clairement. Sors de ma maison. Anna resta immobile, la bouche légèrement ouverte, les mots incapables de se former. Ses yeux passèrent de son père à sa mère, à sa grand-mère, à quiconque pourrait empêcher cela d'être réel. Mais Elliot n'avait pas fini. N'aie pas l'air si choqué, ma chère fille, dit-il en s'avançant, sa voix tranchante comme une lame de couteau. Tu savais. Tu savais ce qu'elle avait fait. Tu savais qu'elle m'avait trahi, et tu n'as rien dit. Ça fait de toi une complice. Anna secoua la tête, les larmes montant. Papa, je n'ai pas choisi. Si, tu as choisi, la coupa Théil. Tu as choisi de la protéger. Tu m'as laissé vivre dans l'ignorance, comme un idiot. Tu as choisi un camp. Il s'approcha. Et tu as choisi le mauvais. Pénélope haleta doucement, la main à la bouche. Grace avait l'air d'avoir cessé de respirer. Et ton fonds pour l'université, continua Elliot, froid et mesuré. Disparu. Liquidé. Mon avocat s'en est occupé la semaine dernière. Il repose maintenant sur son compte. Les mains d'Anna tremblèrent. Quoi, murmura-t-elle. De quoi tu parles? Tu m'as entendu, dit-il. Bonne chance pour trouver un travail, un appartement. C'est ça l'âge adulte, ma chérie. Ça vient avec des responsabilités. La plus grande, il se tapota la poitrine, c'est envers toi-même. Je l'ai oublié une fois. J'en ai payé le prix. Il la regarda dans les yeux, et cette fois, il n'y avait pas de venin, juste un vide profond. Apprends de moi. Ne fais pas la même erreur. Une lourde pause. Voilà ma dernière leçon de vie pour toi. Il jeta un coup d'œil autour de la table, puis recula. La fête est finie. L'air était si épais de tension qu'on avait l'impression de respirer à travers de la fumée. Puis Grace s'avança, le visage rouge de rage. Sans un mot, elle leva la main et gifla Elliot au visage. Le claquement résonna dans la pièce. Tu es sans cœur, dit-elle entre ses dents serrées. Tu es un monstre. Elliot ne broncha pas. Il tourna simplement la tête lentement et sourit. Pas à Grace, mais à Pénélope, un sourire cruel et entendu. Pénélope baissa le regard, tremblante. George Patterson, toujours silencieux, baissa finalement la tête et se tourna vers sa fille. Sa voix était fatiguée. Plate. Monte. Fais tes valises. Tu rentres à la maison. Pénélope hocha la tête sans un mot et se dirigea vers les escaliers. Grace se tourna vers Anna et la prit doucement par l'épaule. Viens, ma chérie. Tu peux rester avec moi. Anna ne parla pas. Elle marcha simplement, les yeux vides, guidée par la main de sa grand-mère. Personne ne regarda en arrière. Personne ne dit au revoir. Ils partirent tous en silence. La deuxième séance de thérapie était prévue un jeudi après-midi pluvieux. L'horloge dépassa l'heure convenue, mais une seule chaise était occupée. Elliot était assis en face du docteur Paul Kersey, les jambes croisées, les mains jointes sur ses genoux. Un sourire lent et régulier s'étirait sur son visage, comme celui d'un homme qui avait déjà gagné une guerre. Elle ne viendra pas,
dit simplement Elliot en jetant un coup d'œil à l'horloge. Je suppose que ça vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Le docteur Kersey hocha la tête silencieusement, notant quelque chose. Parfois, les gens ont besoin de plus de temps. Elliot ricana. Du temps? Elle a eu 22 ans. La pièce était lourde de silence. Vous pensez toujours que j'ai mal agi, continua Elliot, en inclinant la tête. Vous pensez que je suis allé trop loin en me débarrassant de cette salope? Le docteur Kersey garda une expression neutre. Le divorce est votre droit, Elliot. Personne ne le conteste. Ce qui m'inquiète, c'est la haine. Vous en portez trop. Ce genre de poids. Il hésita. Ça n'empoisonne pas seulement votre esprit. Ça rongera aussi votre santé. Elliot se pencha en avant, le sourire ne quittant jamais son visage. Elle n'est pas confinée dans mon cœur, dit-il doucement. Je m'assure de la partager. Avec tout le monde autour de moi. C'est à ce moment que le docteur Kersey se pencha en arrière, un malaise scintillant dans ses yeux. Il ferma son carnet, posa lentement son stylo. Elliot, je pense que nous avons terminé ici. Il se leva, calme, mais clairement perturbé. Plus tard dans la soirée, il soumit son rapport au tribunal. Ce mariage est au-delà de toute réconciliation. Il n'y a pas de remords, seulement de l'amertume. Il y a trop de haine à surmonter. Le juge reçut le rapport, le lut, et avec peu de délibération, approuva le décret de divorce. Pénélope ne se présenta pas au tribunal. Elle ne contesta pas. Elle n'envoya pas d'avocat. Elle disparut simplement légalement. Elle reçut quand même la moitié des économies d'Elliot, la moitié de son plan 401K. C'était la loi. Elliot ne discuta pas. Il ne protesta pas. Il signa les papiers d'un seul trait de plume. Il était plus qu'heureux de laisser tomber. Les marches du palais de justice étaient calmes alors qu'Elliot et Ron Jeremy sortaient. Le vent était doux, l'air étrangement immobile. Ils ne parlèrent pas tout de suite, marchèrent simplement ensemble de l'autre côté de la rue jusqu'à un petit banc de parc sous un chêne mourant. Les feuilles au-dessus bruissaient sèchement dans le vent, comme pour imiter le silence entre les deux hommes. Elliot s'assit avec un long soupir, ses mains reposant sur ses genoux. « Je suppose que c'est tout alors, dit-il. Tu vas sauver un autre mari. Je vais vivre ce qu'il reste de cette vie. » Ron laissa échapper un rire sec. « Ouais, je suppose que je vais là où est la douleur. Il y a beaucoup de travail pour moi. » Ils restèrent assis là 1 minute de plus. Puis les deux hommes se levèrent. Ron tendit la main. Elliot la serra. « Prenez soin de vous, Monsieur Brown, dit Ron en se détournant. Elliot hocha la tête, se retourna aussi et commença à marcher. Mais après quelques pas, Ron s'arrêta. Il se retourna. « Monsieur Brown » appela-t-il. Elliot tourna la tête. « Ouais. Puis-je vous demander une faveur ?» Elliot sourit faiblement. « Bien sûr. » Ron semblait pensif, presque incertain pour la première fois. « Ce n'est pas pour maintenant. Je reviendrai. Je vous en parlerai en détail. » Elliot hocha la tête une fois. « Je serai là. » Ils prirent des chemins séparés. Des mois passèrent. Le printemps fondit en été. Le divorce était prononcé. La maison était silencieuse. Puis vint l'appel. C'était Grace. Elle semblait fatiguée, plus âgée que dans le souvenir d'Elliot. « Elle a accouché » dit-elle doucement. Elliot ne répondit pas, « Le bébé, c'est un garçon. » Toujours le silence au bout du fil. « Il est en couveuse » continua-t-elle. « L'accouchement a été difficile. Pénélope, elle ne va pas bien. » Elliot ne dit rien. Grace déglutit, et juste au moment où elle allait parler de nouveau, clic, la ligne fut coupée. Elliot avait raccroché. De retour à l'hôpital, les médecins entouraient Pénélope avec une préoccupation clinique. Son corps, déjà affaibli par le stress, la trahison, l'effondrement émotionnel, ne tenait pas le coup. Le bébé, minuscule et fragile, luttait à l'intérieur de la boîte de verre. Des fils couvraient sa poitrine. Des tubes alimentaient ses poumons. Au bout de 2 jours, les médecins s'approchèrent de Pénélope avec des visages sombres. « Votre fils, dit l'un d'eux doucement, a une malformation cardiaque congénitale. C'est génétique. Son cœur est trop faible. » Pénélope ferma les yeux.
Une seule larme roula sur sa joue. Elle ne demanda pas quelle gêne, ni de qui était la faute. Elle hocha simplement la tête faiblement. Le 5e jour, les moniteurs devinrent plats. L'enfant s'éteignit sans un bruit. Ils l'annoncèrent doucement à Pénélope. Elle ne cria pas. Elle ne bougea pas. Ses yeux fixaient simplement le plafond. En quelques heures, ses signes vitaux commencèrent à chuter. Son pouls faiblit. Le médecin de garde vit les signes. « Apportez un chariot de réanimation », cria-t-il. Son cœur. Mais il était déjà en train de se briser. Ils appelèrent ça la cardiomyopathie de Takotsubo, le syndrome du cœur brisé. Penelope Brown mourut 7 jours après son fils. Elle mourut sans famille, sans pardon, et sans jamais entendre de nouveau la voix d'Elliot. Anna était remplie de la même haine qui avait autrefois rempli le cœur de son père. Mais elle n'était pas dirigée contre le monde. Elle n'était même plus dirigée contre sa mère. Elle visait uniquement Elliot. Elle n'oublia jamais cette nuit, son 18e anniversaire, le moment où son père avait brisé toutes les illusions qui lui restaient de l'amour, de la famille, ou même de la décence humaine de base. Il l'avait humiliée, reniée. Elle n'avait demandé que la paix. Elle partit un matin. Pas de lettre, pas d'appel, pas d'adresse de suivi. Elle fit un seul sac, prit un bus et disparut. Certains dirent qu'elle était allée à Dallas. D'autres pensaient peut-être à Houston, mais personne ne le sut jamais avec certitude. Grace essaya. Elle appela Elliot le lendemain soir, la voix tremblante. Elle est partie, Elliot. Ta fille est partie. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Grace attendit quelque chose, n'importe quoi. Elliot ne dit rien. Puis, clic, il avait raccroché. Après ça, Grace cessa d'appeler. La vie continua, mais pas de manière réelle. La maison devint silencieuse, pas paisible, juste sans vie. Elliot sortait à peine. Il ne prenait pas de nouveaux contrats, pas de visite à la caserne, pas d'appel de volontaires. Les voisins le remarquèrent, mais personne ne dit un mot. L'homme qui sauvait autrefois des vies ne parlait plus à personne. Puis vint cette nuit-là, un vent froid poussait contre les fenêtres, le monde extérieur était immobile, la bouteille de whisky à côté de lui était presque vide. Une main tenait le verre, l'autre, un petit revolver. Il était assis seul dans son salon, la seule lumière vacillant d'une lampe de sol avec un abat-jour de travers. En face de lui était accrochée la seule photographie restante dans la maison, Pénélope, Anna, lui-même. Elliot leva lentement l'arme. Pas vers lui-même, pas encore. Boum, la balle brisa le cadre en verre, coupant le visage de Pénélope en deux. Il posa le verre, le laissa reposer, porta le revolver à sa tempe. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Il maintint la position un instant de plus. Main stable, puis il abaissa l'arme. Prit une longue et lente gorgée de son whisky et le vida. Regarda une fois de plus l'arme. « Je te viderai bientôt », marmonna-t-il, la voix plate comme du béton. Il se leva et se dirigea vers la porte. Quand il l'ouvrit, Ron Jeremy se tenait là dans son manteau noir, souriant comme un homme qui savait que le timing était important. « Je suppose que j'arrive à temps, » dit Ron, son ton calme et exercé. Elliot le regarda, les yeux vides, la mâchoire serrée. Puis, pour la première fois depuis des semaines, le coin de sa bouche se souleva très légèrement. « J'étais un peu en avance, je suppose. » Ron entra et s'arrêta. Ses yeux tombèrent immédiatement sur le cadre photo brisé au sol, le visage de Pénélope fracturé derrière le verre. Il inspira profondément et sentit l'odeur acre et piquante dans l'air, la poudre à canon. Il se tourna brusquement vers Elliot, sa voix basse mais urgente. « Merde, tu avais raison, marmonna Ron. Je suis un peu en avance, et je suis content d'être venu. » Elliot lui adressa un sourire fatigué. « Creux mais honnête. » Sans demander, Ron s'avança, enleva son manteau et le laissa tomber sur le dossier d'une chaise. « J'ai besoin d'un verre de whisky, dit-il. Mais toi, tu vas prendre de l'eau citronnée, et tu vas t'asseoir, te taire, et m'écouter attentivement. » Elliot haussa un sourcil, mais il n'y avait plus de défi en lui. Juste un subtil signe de tête. Quelques instants plus tard, Ron avait un gobelet à la main, les glaçons tintant alors qu'il prenait une gorgée. Elliot revint avec un simple verre d'eau citronnée, et les deux hommes se dirigèrent vers le porche arrière. L'arrière-cour était silencieuse sous le ciel nocturne. Quelques criquets chantaient quelque part au loin.
Les deux hommes s'assirent aux extrémités opposées d'un vieux banc en bois, du genre de ceux qu'Elliot avait construit des années auparavant de ses propres mains. Pendant près d'une heure, ils parlèrent. Pas de cris, pas de larmes. Juste deux hommes, l'un brisé, l'autre essayant de recoller les morceaux. Ron exposa tout. Quelque chose de grand, quelque chose qui nécessitait quelqu'un comme Elliot. Quelqu'un qui en avait fini avec tout, quelqu'un qui n'avait rien à perdre, mais peut-être, juste peut-être, quelque chose à regagner. Au moment où Ron eut fini de parler, Elliot fixait la lisière des arbres sombres derrière sa propriété. Il ne parla pas tout de suite, mais quand il le fit, sa voix était stable. D'accord. Ils se levèrent ensemble. Ron tendit la main. Elliot la serra, fermement et définitivement. Ron sortit pour attendre près de sa voiture noire de ville. L'air était frais et vif. Quelques minutes passèrent avant qu'Elliot ne sorte de la maison avec un petit sac de sport sur l'épaule. Il leva les yeux vers la maison, sa maison, pendant un long moment. Les fenêtres brisées, la lumière du porche éteinte, le cadre de la porte fissuré. Cet endroit n'était plus un foyer, juste un tombeau de ce qui avait été. Il se tourna vers Ron, hocha la tête une fois et se dirigea vers la voiture. Le trajet jusqu'à l'aérodrome le plus proche fut silencieux. La lune était basse à leur arrivée. Les rotors de l'hélicoptère que Ron avait loué pour ce voyage tournaient déjà, un doux bourdonnement mécanique remplissant l'air. Sans un mot, ils montèrent à bord. 3 heures plus tard, devant la maison de Ron. L'air était plus léger ici, moins lourd que le silence qui remplissait habituellement la maison d'Elliot. Ils entrèrent ensemble, Ron poussant la porte d'entrée avec un grognement familier et conduisant Elliot dans le couloir jusqu'à une modeste chambre. La pièce était silencieuse et au centre, allongé sur un lit simple, se trouvait Jerry. Le garçon ne bougea pas quand ils entrèrent. 10 ans, pâle, les yeux trop méfiants pour quelqu'un de si jeune. Ron s'approcha du bord du lit et offrit un doux sourire. « Jerry, dit-il doucement, je t'ai amené quelqu'un à rencontrer. » Jerry ne sia même pas. Elliot s'avança lentement, sans se presser, sans gaieté forcée. Il s'agenouilla à côté du lit, les coudes sur les genoux, et fixa le gamin. « Salut gamin, dit Elliot, la voix rauque mais chaleureuse. T'as déjà entendu parler d'une série qui s'appelle Mon oncle Charlie ? » Jerry tourna légèrement la tête, juste assez pour montrer qu'il écoutait. « Eh bien, continua Elliot, nous voilà. 2 idiots adultes. Et toi ? On dirait qu'on a notre propre putain de version. » Les yeux de Jerry se tournèrent vers lui une seconde, puis se détournèrent à nouveau, vers le mur. Ron soupira à voix basse et sortit de la pièce, les laissant dans ce silence immobile et non résolu. Quelques minutes plus tard, Elliot le rejoignit dans la cuisine. Il prit une bouteille d'eau du réfrigérateur, dévissa le bouchon et but une longue gorgée avant de s'asseoir en face de Ron à la petite table en bois. « Il te déteste, dit platement Elliot. » Ron n'eut pas l'air offensé. Il hocha simplement la tête, ses épaules affaissées sous le poids de 2 ans d'échec. « La même haine que tu avais pour ta femme, dit-il doucement. » Elliot gloussa, pas un rire aigu, mais quelque chose de plus humain que tout ce qui était sorti de lui depuis des mois. « Ouais, dit-il en secouant la tête. Exactement la même. » Ron se renversa dans sa chaise. « J'ai tout essayé, mec. Je n'arrive tout simplement pas à l'atteindre. » Elliot leva les yeux au plafond, expira, puis reporta son regard sur Ron. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait, dit-il. Nous deux, moi et le gamin. On a quelque chose en commun. » Ron lui lança un regard sceptique. « Ah ouais ? Quoi donc ?» Elliot sourit. Pas froid cette fois, mais triste, presque paisible. « On est rempli de haine, dit-il. Je suppose que ça nous donne un point de départ. » Ron resta silencieux un moment. Puis, lentement, le coin de sa bouche se souleva. « J'espère que tu as raison. » Il y eut une longue pause entre eux. Confortable. Réel. Ron se tourna vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, dans la lumière du matin, un petit papillon dansait à travers le jardin et s'envola doucement vers la lumière du soleil. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.